Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Nous avons un ami de cette émission ce soir avec nous en studio grâce au bon soin de Claudia, c'est Guilhem Golphin. Bonsoir Guilhem. Bonsoir. Vous nous venez avec Autorité, Pouvoir, Souveraineté aux éditions Aura Décima. Alors est-ce que c'est une continuation d'abord, première question, cher Guilhem Golphin, de votre ouvrage qui doit avoir 7 ou 8 ans sur souveraineté et désordre politique. En 2017. 2017. Est-ce que il faut tout de suite dire à nos auditeurs qui seraient intéressés par le sujet de réécouter notre émission de l'époque? Oui, sans doute, oui. Oui. Ils peuvent toujours, en effet. Alors, le sujet, d'abord, c'est un sujet qui m'a été demandé. C'est un peu le principe de la collection, puisque la collection Critères, donc, qui a été lancée en 2025 à Aura Décima, une nouvelle collection vise à faire des synthèses relativement brèves. C'est des petits ouvrages sur des points disons, de doctrine, soit de doctrine plutôt de la pensée catholique, disons ça ainsi, classique si on veut, soit au contraire des points de doctrine aussi, de doctrine autres, voire parfois radicalement opposés. Il y a un ouvrage sur Nietzsche. Oui, on avait eu Nietzsche ou la transgression, nous avions eu l'auteur dans cette émission. Très bien, mais voilà. Donc c'est un peu le principe de la collection, voilà, c'est de faire un peu un focus sur des points. Et dans ce cadre-là, il revisite un petit peu les thèmes, disons, un peu classiques, et celui de la question de la souveraineté, bien sûr, rentrer là-dedans. Alors après, la manière de l'aborder, quand même, pour moi, a été un petit peu autre, malgré tout, puisque ça m'a permis d'approfondir, en fait, un point que j'avais esquissé, abordé vraiment très, très rapidement dans l'ouvrage sur la souveraineté, qui était celui, en effet, de l'autorité. Je terminais, si je ne me trompe pas, en disant que voilà, le véritable sens de la souveraineté, on pourrait dire, c'est l'autorité, mais je n'avais pas forcément plus approfondi que ça. Et donc là, l'occasion m'a été donnée de le faire, et donc j'ai bien sûr accepté. Nous allons en parler longuement. Alors d'abord, dès qu'on entend autorité, pouvoir et qu'on a un peu de culture, on dit ok, très bien, autoritas, potestas. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui est l'intelligence commune de ces deux mots et de ce qu'ils recouvrent avant qu'on les analyse plus en détail, parce que ça va être le sens de notre conversation. Oui, mais de façon communément reçue, l'autorité va incarner ce qui relève du droit, en entendant par là de manière très générale ce qui doit être, ce qui relève de la norme, une sorte de norme de justice. La potestas, ou le pouvoir en français, serait plus de l'ordre du fait, donc de la capacité effective à imposer des actions, à commander par conséquent. Que cette capacité soit fondée sur un principe juste ou non. Le tyran, pour prendre le terme de classique, dès lors qu'il est au pouvoir, il a de fait le pouvoir. Est-ce qu'il a le droit de l'avoir? A priori non, s'il est tyran. Mais tant qu'il est au pouvoir, il y est. Et donc, il a en effet la capacité d'imposer, fût-ce par la force, ses décisions, ses volontés. Et là, on aurait l'expression du pouvoir dans une forme, il faut préciser, qui est bien sûr une configuration, disons, qui est particulière, où le pouvoir serait, disons, illégitime, pour reprendre ce terme-là, ce qui, bien sûr, n'est pas toujours le cas. C'est même l'exception par rapport à la règle, mais l'exception sert disons, à mettre en évidence, en effet, la distinction communément reçue entre la dimension de l'autorité, qui est plus morale, et la dimension de pouvoir, qui est plus de la puissance, d'une puissance de fait à imposer des actions, à imposer des volontés, à commander. Le résumé classique, c'est donc que, par définition, le pouvoir a besoin d'un outil de régulation qui le tempère, et on dit que souvent ça doit être, dans ces cas-là, l'autorité. La problématique que vous posez, c'est une problématique qui actualise le sujet, j'allais dire, qui nous montre la question contemporaine. L'un des reproches qu'on fait à la philosophie politique moderne très classique, c'est qu'elle aurait réduit la philosophie politique à une seule théorie du pouvoir, évacuant la question de l'autorité. Pour que ceux de nos auditeurs qui connaissent pas tellement cette problématique initiale puissent y voir plus clair, est-ce que vous pouvez nous présenter l'enjeu de cette discussion-là? Alors, il y a un enjeu, oui, qui est en effet assez classique, et qui est en tout cas assez classique du point de vue, disons, d'une certaine pensée catholique, enracinée, disons, dans la tradition aristotélicienne thomiste,
qui considère en effet que la pensée politique moderne est ce qu'on appellerait en termes savants une cratologie, c'est-à-dire une théorie du pouvoir. Alors ça a son fondement dans une certaine tradition, disons, machiavélienne, où il s'agit en effet de penser le politique sur une forme de rationalité, disons, guerrière, où la politique est une forme de lutte continuelle, permanente, et de lutte pour le pouvoir, pour le conquérir, pour le conserver, pour l'accroître, éventuellement, mais on serait dans un paradigme de rapport de force, en fait, qui serait constitutif de la politique elle-même. Et donc la critique, en effet, qui est traditionnellement adressée à ça, du point de vue d'une pensée qui se rattache donc à des auteurs antérieurs à Machiavel, c'est de dire qu'une telle conception est amorale et fait le lit complet de la dimension morale de la politique, dimension morale qui serait contenue, exprimée dans cette notion d'autorité, qui comme on commençait par à le dire, fonctionnerait en effet comme un principe de légitimité, un principe de justice, venant euh, conforter justement l'exercice du pouvoir, le caractère légitime de l'exercice du pouvoir. Et la problématique en effet moderne étant que supprimant cette dialectique autorité-pouvoir, elle n'est plus capable de faire la distinction en fait véritablement entre un pouvoir légitime et un pouvoir qui ne le serait pas. Si la question de la politique est ramenée au pur rapport de force, c'est celui qui est le plus fort qui l'emporte. Et la question de la justice passe Au moins à la trappe. au second plan, voire carrément à la trappe, en effet. De fait, dans les traditions politiques modernes, les plus importantes, la question de la justice, sans être complètement absente, est quand même très largement reléguée à l'arrière-plan, alors qu'elle est le point central dans la conception de type aristotélicien, où vraiment l'impératif premier du pouvoir dans cette conception-là, c'est d'assurer justice et paix, et c'est pas la justice qui doit arriver à faire l'unité de cette diversité complexe qui est une société. Dans la conception moderne, en tout cas si on prend la voie majeure qui est dans la théorie libérale, c'est dans une très large mesure remplacé par la dialectique pouvoir-liberté, liberté individuelle, avec cette idée que le pouvoir qui justement de lui-même n'est pas régulé par une instance de type moral, livré à lui-même, il est envahissant, il peut déborder, il peut tout prendre en fait, être sans limite, et dont la problématique qui est typiquement libérale et qui forme là, pour le coup une dialectique au sein de la pensée moderne. Pour prendre des exemples, la dialectique entre Locke et Hobbes, la critique de Hobbes par Locke, qui dit que le Léviathan, non, parce que dans ce cas-là, on est pieds et poings liés livrés au monstre qu'est le Léviathan, et sans limite possible, et donc il faut mettre des limites, et ça c'est tout l'arsenal dans le libéralisme de la Constitution, du système de vote qui est censé donc conférer le pouvoir de manière temporaire, à échéance donnée, on le remet en jeu. C'est la question des droits de l'homme, que le pouvoir est censé respecter. Enfin, ça fait partie des impératifs de la Constitution. Et voilà, tout un ensemble, un peu l'arsenal. La théorie des contre-pouvoirs, selon l'idée que seul le pouvoir arrête le pouvoir, dixit Montesquieu. Et comme le pouvoir en soi est dangereux, il faut lui opposer d'autres pouvoirs pour arriver à, disons, à le limiter, à le cadrer, dans une conception qui est très mécanique des choses. Et là-dedans, voilà, la dimension d'autorité, en effet, elle devient assez évanescente. A-t-elle complètement disparu? Sans doute que non, parce qu'elle correspond quand même à quelque chose qui devrait, sans doute, et qui donc n'est pas effaçable complètement. Mais en tout cas, même si le terme a pu perdurer, en effet, la distinction entre autorité et pouvoir devient au moins floue et s'attend à se confondre. Bon, l'autorité va être, si le simple fait, si on prenait ça dans nos jours, hein, d'être arrivé au pouvoir selon les règles. Voilà. Celui qui sera élu correctement, il sera détenteur en effet de l'autorité en vertu du vote, par exemple, dans un système démocratique. Mais ça n'a plus de dimension, en effet, morale, ça n'a qu'une dimension purement, disons, procédurale.
Vous écrivez ainsi, Guilhem Golphin, l'oubli de l'autorité semble ainsi effectivement conduire à des formes et des pratiques politiques aberrantes, et pour autant que ces formes et ces pratiques sont constitutives de la vie moderne, la distinction de l'autorité et du pouvoir représente la voie traditionnelle ou classique. Là, pour l'instant... Voilà, donc là c'est le point de départ de l'ouvrage. Donc je pars en effet de ce que l'on vient de dire, hein, qui est la vision assez en effet classique dans une certaine conception, disons, fondée sur l'aristotélisme principalement, le thomisme aussi, qui en effet fait de la distinction autorité et pouvoir une distinction absolument fondamentale du politique, et en quelque sorte un principe du politique auquel il faudrait revenir pour corriger les défauts de la modernité. Voilà, le problème, c'est que Guilhem Golphin, vous faites de la philosophie. Et donc, face à cette question simple, à laquelle le militant a sa réponse de poche, l'observateur un peu facile a son argumentaire déjà prêt, vous dites attention, il faudrait nuancer cette réponse. C'est pas aussi simple, en effet. C'est pas aussi simple. Disons que ce que je m'efforce après de montrer dans l'ouvrage, c'est... il y a deux thèses majeures. Hein. C'est premièrement, en effet, que la distinction autorité et pouvoir, on ne peut pas la considérer à proprement parler comme fondatrice de la politique, et en tout cas de la science politique. Dans la mesure, première remarque, où c'est une distinction très clairement d'origine romaine, et absolument pas grecque, et que l'on considère communément, et je crois à juste raison, que quand même les fondateurs de la science politique, en tout cas pour ce qui est de la civilisation occidentale, ce sont les Grecs. Et donc on ne trouve pas cette distinction chez les Grecs. Donc on peut difficilement dire qu'elle est absolument fondatrice, dans la mesure où elle n'est pas chez les fondateurs. Bon. Deuxièmement, c'est une gymnastique de l'esprit qui serait un peu compliquée à accomplir. Voilà. Deuxièmement, l'importance qu'a pris cette distinction, bien sûr, elle tient à l'importance au rôle qu'a joué Rome et l'Empire romain dans l'histoire occidentale, incontestablement, mais aussi à sa reprise par le pape Gélase Ier, donc fin du 5e siècle. Il est pape de 492 à 496, et donc il a repris cette distinction en l'appliquant à une autre distinction qui, elle, donc n'est pas ni grecque ni romaine à l'origine, mais biblique, enfin en tout cas du Nouveau Testament. C'est la distinction entre les deux pouvoirs, ou les deux glaives, comme selon l'image qui est donnée dans Saint Luc, c'est-à-dire le temporel et le spirituel. Et voilà, le pape Gélase donc, va appliquer l'autorité au pape, donc il va conférer cette dimension-là au pape, à la distinguant de la potestas, qui est l'attribut de l'empereur. Donc là, ça va donner, bien entendu, une interprétation d'une distinction donc, que le pape, bien sûr, ne fonde pas en tant que telle. Plus on le trouve dès les évangiles et l'ensemble du Nouveau Testament. Mais donc ça contribue à l'interpréter dans les termes romains, en fait, cette distinction des deux glaives en la distinction ou l'opposition, on peut dire, mais l'opposition complémentaire aussi, hein, entre autorité et pouvoir. Commençons par cette absence de la notion, enfin en tout cas d'une traduction immédiate de la notion d'autorité chez les Grecs, si vous le voulez bien, Guilhem Golphin. Et c'est un premier point essentiel que vous rappelez dans votre livre, Autorité, pouvoir, souveraineté aux éditions Ora Decima. C'est qu'il n'y a pas de terme grec pour auctoritas. Et ça, évidemment, tout de suite, ça pose problème. Alors, j'allais vous dire, c'est parce que vous avez mal cherché. Est-ce que vous êtes sûr de bien maîtriser votre lexique grec? Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas de traduction? Alors, on pourrait toujours traduire. Ça, c'est après toute traduction est une transposition. Donc, on pourra toujours, et de fait, c'est parfois traduit ainsi, et même assez souvent traduit ainsi. Il y a des termes grecs qui sont traduits par un terme d'autorité. Mais alors, si on se réfère quand même donc au lexique grec, et en se penchant, donc ce que je fais rapidement, mais quand même un petit peu dans l'ouvrage, il n'y en a aucun qui correspond exactement au latin auctoritas. Et derrière ça, alors, ce qui est au-delà de la question lexicale, qui est toujours importante, parce qu'elle est quand même un fil conducteur, et c'est toujours assez révélateur, mais bien entendu, c'est insuffisant.
Il me semble que ça correspond aussi quand même à des problématiques politiques, pour le coup. C'est-à-dire que la problématique principale des Grecs, c'est en effet non pas le fondement du pouvoir, et donc non pas sa question de son fondement légitime, mais bien sa question la question de son organisation et de son juste exercice. Donc c'est vraiment une question de justice, en effet, et non pas de fondement moral en tant que tel du pouvoir. Du reste, on peut faire remarquer au passage que s'il n'y a pas de terme qui correspondent dans le vocabulaire grec, qui correspondent exactement au terme auctoritas latin, il n'y en aurait pas en fait non plus exactement pour le terme de pouvoir. C'est-à-dire que le terme de pouvoir, il est en fait extrêmement général, en français comme en latin, potestas. Il ne rentre absolument pas dans les nuances des différents rapports de hiérarchie, des différents rapports de commandement et d'obéissance, ce que fait par contre beaucoup le grec, avec vraiment une très grande richesse de termes, selon les types de rapports, en effet. Donc là, le terme de pouvoir, il résume tout type de rapport de commandement-obéissance sous le terme un terme unique de pouvoir, avec l'opposition avec autorité, bien sûr, mais donc il y a une approche qui est autre, et qui tient vraiment à l'origine au fonctionnement institutionnel de Rome, hein, où ces termes-là, en effet, étaient pour le coup très codifiés dans la Rome antique, dès les anciens rois, hein, et puis ça a été bien sûr repris dans le cadre de la République et perpétué dans le cadre de l'Empire, où la potestas, donc c'est l'attribut du peuple, sous la République, hein, à l'origine c'est l'attribut du roi, et l'autoritas aurait été, mais là c'est pas très clair parce que là les sources sont pas forcément très précises, mais ça aurait été a priori peut-être l'autorité d'une sorte de prêtre, d'un augure, hein, qui aurait donné son aval à des décisions. La potestas, c'est l'apanage des rois, ça va être transféré au peuple et aux magistrats sous la Rome républicaine. L'autoritas étant là monopolisée par le Sénat, principalement. Et donc là, on a une sorte de répartition des rôles avec un pouvoir qu'on pourrait dire un peu en effet exécutif. Le terme de potestas, ça correspondrait un petit peu à ça. Et le terme donc d'autoritas, c'est ce qui va en effet impulser, ce qui va peut-être prendre les décisions, mais ne va pas forcément les appliquer directement lui-même, les faire appliquer, va leur donner son aval. Donc là, on est dans une sorte de jeu institutionnel propre à Rome, qui va, là aussi, je l'évoque un peu dans l'ouvrage, et qui va bien sûr connaître des évolutions en fonction des évolutions propres à la politique romaine, et notamment, bien entendu, à la faveur de la transformation de la République romaine en empire, où là, donc, l'empereur va accaparer quand même la plupart des pouvoirs. Mais là aussi, il y a une évolution interne à l'Empire, entre le Haut Empire, donc au moment disons, d'Auguste et des successeurs immédiats, et ce qu'on appellera le Bas Empire, où là, la potestas est, dans une assez large mesure, rétrocédée, disons, aux princes locaux, aux rois, parce que donc, l'Empire romain comportait à l'intérieur lui-même donc, des rois, en fait, des rois qui étaient sous l'autorité précisément de l'empereur, comme on dirait. Et donc l'empereur lui-même avait perdu un petit peu de son pouvoir, en fait, de sa potestas, vraiment à la fin de l'Empire, donc de l'Empire tardif. Donc voilà, tout ça, ce sont des évolutions qui sont vraiment donc, historiques sur une base de distinction institutionnelle romaine. Et c'est là où le geste du pape Gélase... On va arriver à Gélase. Voilà, va en effet considérablement après modifier aussi les choses. Je voudrais revenir d'abord sur quelques questions de votre premier chapitre. D'abord, une phrase qui me paraît importante à commenter. Vous notez ainsi, Guilhem Golphin, la notion politique de légitimité apparaît donc quand l'autorité est ruinée. Ah oui, alors ça c'est au début de... Alors ça c'est encore en effet un autre point qui est extrêmement intéressant, que j'ai un peu retravaillé depuis la publication de l'ouvrage du reste, puisqu'en effet ce terme de légitimité, il est en fait récent. Il est récent, alors c'est extrêmement intéressant, il est récent en français, puisqu'il est donné comme... la première occurrence, ça serait donc la première édition du dictionnaire de l'Académie française en 1694. Et ça n'est appliqué dans ce cadre-là que pour le cas de l'enfant légitime, donc celui qui est né dans le cadre du mariage, et pas dans le cadre politique. Ça sera dans le cadre politique déjà dans la deuxième édition du dictionnaire au XVIIIe siècle, en 1762, si je ne me trompe pas.
Donc ça, c'est pour le français. Donc ça arrive vraiment tardivement. Le terme, en tout cas abstrait, de légitimité, le nom. Le nom de legitimitas est bien latin, mais c'est du latin aussi tardif, puisqu'en fait, c'est du latin médiéval, et on ne le trouve pas dans la Rome antique. Donc, n'existe pas. Alors, existait l'adjectif, légitime, legitimus, mais qui en fait veut dire conforme aux lois. C'est-à-dire signifie ce que nous on appellerait légal. Le terme de légal existant, mais étant ce qui se réfère aux lois, ce qui serait de l'ordre du législatif. En fait. Donc, bref, il y a un jeu de sémantique, d'évolution. Et l'essentiel étant que ces termes-là donc, existent en tout cas sous forme d'adjectifs, mais n'ont absolument pas un rôle prépondérant. Ce n'est pas des termes qu'on va trouver très souvent et qui vont du tout être évoqués pour conforter l'exercice d'un pouvoir ou en affirmer le caractère juste. Ça va ceci intervenir vraiment à partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, et y compris là dans le cadre, un cadre très particulier, quand même très spécifique, mais pas sans importance, mais quand même bien particulier. C'est bien entendu la crise politique qu'engendre la Révolution, puis l'Empire, et la question de la légitimité en effet du pouvoir. Et le premier à beaucoup utiliser le terme, c'est Chateaubriand, qui va l'utiliser notamment dans son pamphlet contre Napoléon, de Bonaparte et des Bourbons. Il va affirmer la légitimité du droit des Bourbons à revenir au pouvoir. Et puis aussi, bon, on va retracer toute l'histoire, hein, mais ce que sera bien sûr renforcé après avec les querelles entre les légitimistes. Le terme apparaît dans les années 1830, sous la plume de Balzac. Bien entendu, les dits orléanistes, à partir de la prise de pouvoir de Louis-Philippe. Donc là, voilà, il y a toute une histoire qui est très précise, très particulière. Ce terme de légitimité, il va de fait, en effet, se répandre et être utilisé, mais donc c'est vraiment un terme tardif qui, en dehors de ces traditions politiques, va simplement signifier en fait ce qui est justifié, ce qui est en fait assez abstrait, assez vague, le terme de légitimité. Et de fait, ça intervient donc historiquement à une époque où le principe d'autorité m'apparaît être, comme on disait tout à l'heure, très largement ruiné. Donc en fait, on les rapproche, on les articule l'un à l'autre, mais en fait, réellement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, le terme de légitimité vient un petit peu masquer, justement, me semble-t-il, une sorte d'absence justement d'autorité, en masquant ça sous un terme suffisamment vague, suffisamment abstrait, pour qu'en fait, on ne s'interroge pas trop sur ce que ça signifie et quel est le fondement vraiment de cette légitimité. C'est des questions qui sont fort intéressantes du reste. Autre question, et puis après, promis, on en arrive à Gélase. Vous notez une autre différence entre Rome et la Grèce qui est très intéressant pour la notion de la science politique. C'est le rapport à l'origine. Finalement, vous me montrez que chez Cicéron, pour évaluer la justice d'une structure de pouvoir, puisqu'il y a beaucoup plus d'un aspect plus structurel dans l'analyse politique romaine, c'est le modèle de la piété historique qui prime, alors que chez les Grecs, il y a un modèle de l'observation, de la comparaison, je pense à Aristote, des systèmes politiques existants. Et ça, c'est déjà un rapport qui est assez différent oui, en fait, à la chose. Tout à fait. Oui, ça c'est très remarquable dans la République de Cicéron, hein. Un texte qui a été retrouvé tardivement, mais qui heureusement a été retrouvé, malheureusement de façon partielle, mais enfin, quand même, et on en a beaucoup d'extraits. Et ce qui est en effet très très remarquable, c'est que Cicéron pose sa réflexion donc, sur la République en faisant l'analyse de Rome. Donc c'est l'exemple avec un grand E. C'est le cas, et il le dit très clairement, il n'y a pas de meilleur exemple, il n'y a pas de meilleure institution que les nôtres, et que celles que nous ont léguées nos anciens et avant eux nos ancêtres. Et donc c'est là à ça qu'il faut se référer et qui fonctionne comme norme. Et alors, explicitement, il oppose cette méthode, puisqu'on peut appeler ça ainsi, les méthodes d'étude de la politique, puisque son propos se veut quand même un propos général dans la République. Il oppose très clairement à Platon, qui part d'un modèle idéal. Donc là on part du concret. Alors, il ne l'oppose pas, moi je le mentionne au passage, il ne l'oppose pas à Aristote, qui lui aussi part du concret, mais c'est très intéressant aussi, il part de la diversité, puisqu'on sait que Aristote avait demandé à ses étudiants de collecter un grand nombre de constitutions, enfin de répertorier, et puis
d'écrire un grand nombre de constitutions des cités, et l'idée, c'est après de faire une étude comparative, et à partir de là, on dégage des invariants, on dégage des lois, disons, qui font la politique. Alors de ça, malheureusement, il ne nous reste que la Constitution d'Athènes, mais on sait que ça a été la base du travail d'Aristote. Donc, on parle là du concret, mais pas d'une cité en particulier, et pas donc d'une tradition en particulier, et donc on n'a pas en effet ce fondement dans une forme de piété, oui, vis-à-vis d'une tradition euh, ben, qui est aussi importante soit-elle, historiquement, reste bien sûr une tradition particulière. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Guilhem Golphin à l'occasion de la publication de son ouvrage Autorité, pouvoir, souveraineté aux éditions Aura Décima. Nous faisons une première pause musicale et nous nous retrouvons ensuite pour poursuivre notre conversation. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Claudia essaye de me perturber, mais je n'en ferai rien. Je continue ma conversation avec Guilhem Golphin à l'occasion de la parution de son ouvrage Autorité, pouvoir, souveraineté aux éditions Aura Décima. Alors on va parler de cette transformation par Gélase. Je crois qu'on peut partir de ce qui va la précéder. Et je vous cite Guilhem Golphin. Manifestement, la transformation de Rome en empire marque une inflexion, dans la mesure où le fondement institutionnel de l'autorité s'estompe au bénéfice d'un fondement plus personnel. Cela n'a été possible que parce que l'empereur en est venu en quelque sorte à incarner la res publica en étant divinisé et en assumant en sa personne l'intercession auprès des deux en tant que grand pontife, auprès des dieux en tant que grand pontife. Ça, c'est évidemment une fusion qui est intéressante et qui va forcément finir avec le développement de la pensée chrétienne par avoir une critique chrétienne de cette évolution. Oui, tout à fait. Là, il y a bien sûr, il y a beaucoup à dire. Il est évident que là, la divinisation de l'empereur, ça va jouer un rôle extrêmement important, bien sûr, pour Rome directement, pour les chrétiens aussi, puisqu'on peut rappeler que s'ils ont été persécutés, c'est principalement parce qu'ils refusaient justement de sacrifier faire le sacrifice à l'empereur en tant que Dieu, qui bien entendu, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Donc ça a été l'un des motifs, en tout cas invoqués pour les fameuses persécutions donc dans les premiers siècles du christianisme. Bien entendu, ça sera un motif de tension, parfois assez forte, dès l'Antiquité, entre pape et empereur. Et bien entendu, ça ressurgira dans un contexte complètement différent au Moyen-Âge. Mais oui, là, le passage de la Rome républicaine à l'Empire, je pense, il ne bouleverse pas complètement les choses, mais de fait, il y a une concentration des attributs dans l'empereur qui concentre autoritas, potestas, et aussi bien sûr l'imperium, qui va servir à désigner le système politique et donc son chef, l'impérator. Alors qu'au départ, l'imperium, là encore, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait bien sûr et qui préexistait, mais tout ça va être concentré dans la personne. En vertu, chez Auguste, en effet, des hauts faits qu'il a réussi donc à faire. Dans le fait qu'il a prétendu en tout cas, mais c'est pas bien sûr complètement faux, avoir sauvé donc la Rome dans le cadre de la guerre civile, et donc il reçoit donc une gloire immense, ce qui fait que voilà, il va être consacré Auguste, père de la patrie, et donc tout ça, ce sont des attributs qui sont Auguste, c'est un attribut qui est divin. Et donc ça va conférer en effet à la dimension politique une dimension sacrée, on pourrait dire. Il y a une sacralisation sans doute beaucoup plus forte encore, qui n'avait jamais été complètement absente, hein, puisqu'on consultait les augures sous la République. Donc, il y a le fondement religieux a toujours été là, mais c'est vrai que là, il est quand même concentré dans une personne, principalement en tout cas, et c'est sans doute renforcé. Et c'est sûr que le geste ou l'acte du pape Gélase, alors qui intervient à la vraiment fin du 5e siècle, donc là l'Empire est déjà très largement bien sûr christianisé, au niveau des autorités c'est bien sûr fait déjà
depuis presque 2 siècles, un bon siècle et demi, un peu plus même. Donc c'est déjà quand même installé. Mais en attribuant l'auctoritas au pape et donc la potestas à l'empereur, il est évident qu'il évide le pouvoir politique de sa dimension, en tout cas directement et intrinsèquement religieuse. Donc ça, c'est bien entendu parfaitement logique, parfaitement conséquent et quelque part inévitable dans un contexte chrétien, mais fondamental, bien sûr, pour la compréhension du politique. Montrons d'abord cette conformité au contexte chrétien. Vous rappelez d'abord, Guilhem Golphin, que le Nouveau Testament met clairement la question de l'obéissance et de la fidélité au pouvoir au cœur de la politique. C'est une question qui est très présente au cœur du Nouveau Testament. Tout à fait. Oui, oui, on le retrouve dès les paroles du Christ lorsqu'on lui demande si il faut payer l'impôt à César, le fameux passage qui se conclut par la phrase parmi les plus célèbres peut-être du Nouveau Testament, qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce qui, en fait, c'est une phrase qui... dans plusieurs sens, si on peut dire, hein, parce que ça, bien entendu, ça veut dire que le pouvoir de César ne comprend pas tout. Donc il y a une part qui est celle de Dieu, qui n'est pas celle de César, et sur laquelle, par conséquent, César n'a pas de compétences et n'a pas beaucoup d'autorité, on pourrait dire ça ainsi. Mais on pourrait dire aussi réciproquement que ça conforte le pouvoir de César aussi, puisque ça dit bien aussi qu'il y a une part à César. Et que donc la dimension qui va être en effet une dimension profane du politique, parce que si en effet on évite le politique de sa dimension religieuse, ça veut dire qu'il devient un pouvoir profane. Elle est quand même donc confortée par la parole du Christ. Enfin, il y a pour le coup une réelle, sacrifiant à ce terme, légitimité en effet du pouvoir de César, dans la mesure où il faut en effet lui payer l'impôt et donc il faut en effet s'y soumettre. Donc ça, bien entendu, c'est dans un contexte, ces paroles-là, elles ont bien sûr une dimension qui va devenir universelle aussitôt, étant donné la personne qui les prononce, étant donné le contexte, disons, religieux du christianisme. Mais immédiatement dans le contexte, bien sûr, c'est le contexte d'un pouvoir qui est considéré par les Juifs comme un pouvoir occupant. D'un occupant. Et où donc, bien entendu, est-ce qu'il faut se révolter, est-ce qu'il faut obéir, est-ce qu'il faut se révolter contre le pouvoir romain. Et donc là aussi, la parole du Christ a une incidence qui est immense, puisque ça va quand même rendre, disons, difficile, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça questionne la légitimité de la révolte, justement. Il y a même donc pas vis-à-vis d'un pouvoir occupant comme est César dans le contexte, il faut lui rendre l'impôt, donc il faut y obéir. Donc ça sous-entend que la révolte n'est pas légitime. Et donc ça la rend, bien entendu... en tout cas, le problème va être posé, qui va légitimement... pouvoir faire qu'on peut se révolter, ça devient bien sûr pas forcément évident. Ça sera conforté par la parole de Saint Paul, quand il dit tout pouvoir ou toute autorité, ça dépend comment on traduit, il y a les deux traductions, vient de Dieu. Et donc, alors là, c'est très complémentaire, extrêmement intéressant, c'est que ce pouvoir qui est donc rendu profane, puisque donc le pouvoir de César n'est pas le pouvoir de Dieu. Néanmoins, il vient quand même de Dieu, et c'est parfaitement logique aussi, puisque Dieu est un créateur, il est à l'origine de tout. Donc il est bien sûr aussi à l'origine de l'homme en tant qu'être politique ou être sociable et politique. Donc il est quelque part aussi à l'origine de la société politique. Et donc ce pouvoir-là, en effet, relève peut-être indirectement, enfin en tout cas sur un mode... qui n'est pas le mode directement religieux, mais relève quand même de l'autorité divine. Et donc là aussi, la dimension de soumission au pouvoir, elle est bien entendu forte. La parole de Saint Paul, très clairement dans le contexte aussi, c'est une parole, il faut obéir aux autorités en place. Ouais. Vous y avez fait une rapide mention. Vous rappelez que le Nouveau Testament utilise le terme grec exousia, oui, pour parler du pouvoir, et que c'est un terme profondément polysémique, ce qui ne facilite évidemment pas l'analyse. Tout à fait. Alors oui, là, pareil, je l'évoque assez brièvement, mais
dans l'ouvrage, je le fais au passage. Disons, il y a deux usages majeurs du terme exousia, en tout cas dans le Nouveau Testament. C'est l'autorité de l'enseignement. C'est beaucoup utilisé, c'est même systématiquement utilisé pour le Christ quand il enseigne avec autorité. Et là, en général, en effet, on traduit par autorité. Mais c'est en effet aussi utilisé pour la question du pouvoir. Et donc là, en effet, les traductions en français ou dans les langues autres aussi, l'anglais, sont parfois un petit peu trompeuses parce que selon les traductions, on peut traduire par pouvoir, on peut traduire par autorité. Et ça brouille un petit peu dans les cartes. Mais le terme d'exousia, donc en grec, il signifie plutôt ce qui confère la liberté en fait de faire. Enfin, c'est une notion un petit peu de liberté d'action, de liberté d'agir, qui se traduirait par une sorte de droit d'agir, sans doute, à la fois de capacité d'agir. Par exemple, quand le Christ dit qu'il a le pouvoir de remettre les péchés, c'est l'exousia, et donc, le pouvoir de remettre les péchés, sans doute qu'il en a bien sûr le droit, en tant que fils de Dieu, il en a bien sûr la capacité, en tant que fils de Dieu aussi, c'est sans doute les deux, et le terme grec, là, ne tranche pas, et doit permettre de comprendre les deux. Donc ça, voilà, il y a tout le jeu de traduction qui n'aide pas toujours à... parfaitement clair. Bon, ça, c'est à peu près inévitable. Mais je ne sais plus quel était le point de départ. C'était de revenir spécifiquement sur ce terme. Sur ce terme-là, qui, en effet, peut être traduit, c'est un peu polysémique, peut être traduit, en tout cas dans la partie politique, un peu aussi bien par autorité ou par pouvoir. Ça dépend des traducteurs. Nous sommes déjà revenus avec vous, Guilhem Golphin, sur le rôle essentiel de la lettre de Saint Gélas Ier à l'empereur Anastase Ier en 494, donc la distinction entre l'autorité sacrée des pontifes, l'autoritas sacra pontificum, et le pouvoir royal, regalis potestas. C'est pour vous une double inflexion par rapport à la tradition de l'autorité. Est-ce que vous pouvez nous montrer en quoi c'est une double inflexion ? Alors, une double inflexion dans la mesure où, comme on commençait à le dire, ça enlève l'autorité au pouvoir politique, puisque donc il devient une simple exercice d'une forme de puissance. Alors ça ne lui enlève pas, je reprends ce terme-là, un peu faute de mieux, sa légitimité, bien entendu, mais ça lui enlève quand même cette dimension d'autorité, et ça la confère, bien sûr, aux religieux. Par conséquent, donc, ça, comment dire, ça confère, oui, aux politiques donc ce caractère profane, et ça introduit inévitablement à une sorte de compétition. Alors, c'est très certainement pas l'intention de Gélas dans le contexte, qui était le sien, mais ça se traduira ainsi dans les siècles qui suivront, par une sorte de compétition entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse. Ça se traduira, donc ça, c'est vraiment les grandes querelles du Moyen-Âge, la querelle entre le pape et l'empereur, et qui c'est qui va détenir, en fait, sinon le pouvoir, l'autorité suprême, on pourrait dire, ce qu'il va y avoir, mais ça, c'est des évolutions ensuite postérieures, et qu'il faut introduire, sinon on ne peut pas vraiment comprendre, c'est que ce terme d'autorité, donc il est en effet revendiqué par le pape, pour le pape et les évêques, attention dans le contexte, c'est pas une... on n'a pas forcément précisé, mais c'est pas l'essentiel pour notre propos à nous sans doute, mais c'est quand même important, c'est que Gélas ne fonde pas la théocratie pontificale du tout, c'est pas du tout l'idée, c'est que cette autorité, c'est celle du pape bien entendu, mais des évêques de façon générale, donc du spirituel de l'Église par rapport au temporel. Ça se traduira de fait par une compétition dans les deux, dans la mesure où ce terme d'autorité, il pourra quand même trouver, mais là c'est vraiment bien sûr bien postérieur, c'est carolingien et surtout plutôt au bas Moyen-Âge, il pourrait être revendiqué à nouveau par le pouvoir politique dans un contexte de reviviscence de l'Empire, à partir des Carolingiens, puis après
Othons et les Saxons, et où, à nouveau, donc, on va trouver un système où on a un empereur et des rois, ou en tout cas donc, des princes. Et donc, il va y avoir à nouveau la question de la répartition un petit peu des compétences qui va se poser. Au-delà, mais ça c'est vraiment le contexte médiéval très, très spécifique donc, aux siècles médiévaux. Au-delà, c'est la querelle, on pourrait dire, ou en tout cas la compétition pour savoir qui est le chef de la chrétienté. Et ça, évidemment, ça va avoir un élément essentiel. Faut redire un mot historique de ce sujet. On a oublié que toutes les monarchies rêvent de revenir à l'autorité impériale qui confondait finalement à la fois l'autorité sur les peuples et puis le pouvoir religieux. Concentrer les deux, tout à fait. Alors, dans le cadre du paganisme, ça nous l'avons dit. Dans le cadre d'un empire ou de royauté chrétienne, oui, ça va être jusqu'à un certain point le cas. A certainement joué un rôle là-dedans le fait que ces rois ou ces empereurs sont, alors pas tous, mais un certain nombre en tout cas sacrés, donc reçoivent une onction religieuse, qui, si on prend l'ordo du sacre de Charles V, qui n'a jamais été beaucoup appliqué en fait, parce que ça vient tardivement, mais qui est très représentatif de l'esprit. Alors là, bon, bien sûr, Charles V, on est au XIVe siècle, c'est bien sûr assez tardif, hein, mais ça retranscrit quand même bien donc, l'état d'esprit. Le sacre donc, du roi lui donne un quasi-rang d'évêque. Enfin, c'est pas un rang d'évêque, c'est pas ça, mais donc, il participe j'ai pas le terme, au sacerdoce de l'évêque. Il y a une sorte de participation du roi au sacerdoce de l'évêque. Je crois que c'est les termes qui sont employés dans l'ordo du sacre. Et il faudrait revoir précisément la formule, parce que c'est une formule très précise dans une cérémonie religieuse. Donc je dis ça de mémoire. Mais donc l'idée est quand même celle-ci. Et donc il y a une forme, en effet, de sacralité qui est reconférée donc, au pouvoir politique et qui donc, inévitablement, en effet, lui confère une forme d'autorité, au sens... gélagien pour être du terme, tout en, bien sûr, étant dans un contexte où l'Église demeure forcément très puissante et, bien sûr, revendique aussi cette autorité. Donc là, la compétition entre pape et empereur, le fameux donc, querelle du sacerdoce et de l'Empire, hein, ça va se jouer beaucoup sur cette question-là, alors, qui est essentielle, là aussi, pour la suite, puisque ça va se traduire par les termes ou les expressions de summa autoritas, ce qui c'est qu'à l'autorité suprême, donc on va avoir une compétition entre autorités, donc une sorte d'autorité subordonnée, d'autorité supérieure, et vraiment le point d'orgue, le point culminant de la querelle entre pape et empereur, c'est de savoir qui détient l'autorité suprême. Alors bien sûr, derrière ça, il y a des choses très concrètes. Hein. Qui peut investir les évêques, qui peut désigner, qui peut, et au-delà, oui, qui a le droit de confirmer, on va dire, l'élection au trône du pape ou de l'empereur. C'est-à-dire que le pape, dans les affirmations les plus fortes, affirmer donc détenir en effet la summa autoritas, donc ce qu'on traduira par la souveraineté plus tard en français, avec comme contenu le fait qu'il avait le droit de confirmer l'élection de l'empereur, et éventuellement, si l'empereur se trouvait hérétique ou, je dirais c'est par rapport à ces questions d'hérésie, de le déposer. Et réciproquement, dans certains juristes dits romanistes, c'est-à-dire les juristes qui entouraient donc l'empereur, ont pu aller jusqu'à dire que l'empereur, c'était lui qui avait la summa autoritas, et que donc son pouvoir, il le détenait directement de Dieu, donc il n'avait pas besoin de la confirmation du pape, d'une part, et que par contre lui-même était en droit de déposer le pape si le pape se trouvait être hérétique. Donc voilà, on est vraiment là sur des points très, très précis et de droit, on pourrait dire, et donc d'autorité au sens là juridique du terme. Oui, parce qu'il va y avoir un contenu juridique, et vous notez que c'est important de noter cette définition du contenu juridique. C'est un peu ce que j'ai résumé là, ce contenu juridique, c'est vraiment dans un contexte donc, où l'empereur est élu, hein, puisque bon, les Saxons n'ont jamais réussi à imposer une succession héréditaire, hein. Ça n'a jamais duré, ça a eu quelques-uns, mais ça n'a pas duré. Donc, il y a toujours un mode d'élection. Bien sûr, le pape donc, est élu, ça, nous le savons, ça n'a
toujours été. Et donc, la question, en effet, de l'élection, de la confirmation de l'élection, éventuellement, donc, d'une déposition possible, soit de l'empereur, soit du pape, pouvait, dans le contexte, se trouver. Enfin, en tout cas, c'était pas, comment dire, irréaliste de le penser. Et donc, se posait, en effet, la question, mais, au bout du compte, de qui détient, qui est au sommet de la pyramide. Enfin, et au terme de ça, qui détient l'autorité. Et c'est très intéressant, parce que dans ce contexte-là, à partir du XIIIe siècle, quand il y a les invasions mongoles, par exemple, les Mongols, quand ils veulent parlementer, ou en tout cas rentrer en relation avec l'Occident, ils s'adressent à qui? Au pape. Pour eux, donc l'image qui était dégagée manifestement dans des contrées assez lointaines, c'est que le chef de l'Occident, le chef de la chrétienté, c'est le pape. Mais bien entendu, les empereurs n'ont jamais accepté ça. Vous notez par ailleurs, ce qui est sans doute le plus important, c'est que le pouvoir politique a perdu peut-être définitivement sa propre justification intrinsèque. Il dépend d'un principe autre. Oui, ça c'est la conséquence du geste du pape Gélas, je pense, oui. Je pense. Puisque, alors, même si, en effet, il peut y avoir à nouveau revendication d'autorité dans le cadre médiéval, c'est quand même en effet en vertu d'une sorte d'onction religieuse. Et il y a quand même voilà, cette dimension, bien sûr religieuse, mais qui passe par le mystère de l'Église, qui reste bien sûr au premier plan, qui reste présente, et qui fait que, me semble-t-il, oui, le pouvoir n'a plus directement en lui-même sa propre justification. Il doit quelque part avoir une sorte d'adoubement, on pourrait dire, par un principe qui n'est pas directement d'ordre politique. C'est l'autoritas antique est une autorité, bien sûr, qui a une dimension morale et religieuse, mais qui est pleinement politique. L'autorité, dans en tout cas les termes du pape Gélas, elle devient quand même la religieuse. Donc, c'est pas directement de l'ordre du politique. Donc il y a quand même un jeu qui se fait, me semble-t-il, et qui conduit, je crois, oui, au fait que le pouvoir politique devient plus de l'ordre d'un pouvoir quand même exécutant. Mais ce qui sera bien sûr refusé, enfin, on commence à le dire aussi, et donc les royautés, l'empereur et les rois, il faut quand même revendiquer l'autorité. Et bien entendu, là, il faudrait poursuivre l'histoire, hein, ça se poursuit, ça radicalise à l'époque moderne. Quand là aussi, le conflit entre l'Église et la querelle des investitures, etc. Voilà, oui, mais au-delà, après, c'est toute la partie de la sécularisation. Ça, c'est quand même assez remarquable, l'installation quand même des pouvoirs politiques modernes, à partir du XVIe siècle. Au XVIe siècle, on prend l'Angleterre, hein, Henri VIII qui fait le schisme, qui se détache de Rome. La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il spolie tous les biens de l'Église et il les nationalise. Il les rattache à la couronne. Et là, la Révolution fera pareil en France. Si on prenait l'Autriche sous le joséphisme, c'est un peu dans une mesure un peu moins radicale, mais enfin quand même, c'est un petit peu ça. Donc tous les pouvoirs modernes, y compris catholiques, vont s'efforcer de domestiquer l'Église et Louis XIV avec la fondation de l'Église anglicane ne fait pas autre chose. Et donc on s'efforce de circonscrire au mieux cette autorité pontificale, bien entendu, ecclésiale plus largement. C'est ce qui fait dire, par exemple, je ne sais pas, à un Locke dans sa lettre sur la tolérance, qu'on peut tolérer tout le monde, sauf les athées, parce qu'ils n'ont pas de Dieu, donc on ne peut pas leur faire confiance, parce qu'ils n'ont pas de morale, et les catholiques, parce qu'ils obéissent à un prince étranger, et que donc ils ne sont pas fiables non plus. Et ils sont des traîtres, d'une cinquième colonne à l'intérieur du royaume. Et donc là, on voit bien qu'il y a une tension où on s'efforce en effet de circonscrire complètement ce pouvoir ecclésial. Et par conséquent, à récupérer l'intégralité des prérogatives du pouvoir, mais sur un mode, là c'est une autre ligne de réflexion, mais qui tout ça joue conjointement, de façon conjointe, hein, sur un mode vraiment qui va être quasi exclusivement un mode de puissance. Donc là, on revient au tout début de notre propos sur le paradigme nouveau qui est instauré, notamment donc, par Machiavel, mais qui sera ensuite largement, on va dire, implanté, enfin développé par la philosophie politique moderne, dont
Le premier représentant absolument majeur, sans doute, est un certain Hobbes, bien connu. Et Hobbes, extrêmement intéressant. L'introduction ou la préface, je ne sais plus quel est le nom qu'il donne, mais le texte introducteur du Léviathan fait de la souveraineté l'âme du Léviathan. Et là, la souveraineté, c'est le droit de tout faire. Et nous allons continuer à explorer cette notion de souveraineté après notre deuxième pause musicale proposée par Claudia. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous sommes avec Guilhem Golphin, Guilhem qui publie Autorité, Pouvoir, Souveraineté aux éditions Hora Decima, et nous en arrivons à la question de l'acception moderne de la souveraineté et ensuite de la destruction de l'autorité par l'État contemporain, qui est un peu le point d'orgue de ce qu'il y a de plus directement utilisable, j'allais dire, si on prend un point de vue utilitariste sur votre travail, Guilhem Golphin. S'il peut servir, tant mieux. Premier élément, vous rappelez que l'émancipation des tutelles impériales va donner naissance à l'idée de souveraineté. Et ça, je pense que c'est une évolution qui est importante à souligner. C'est fondamental, c'est absolument fondamental, puisque ce terme donc, de souveraineté, donc, qui est, Dieu sait, au centre de la question politique depuis des siècles, depuis au moins le XVIe siècle, donc ça fait quand même déjà un certain temps. Donc elle vient en effet des traductions en français ou dans les langues vernaculaires, il y aurait à peu près l'équivalent en anglais en tout cas, de cette expression qu'on évoquait précédemment, la summa autoritas, parfois aussi trouver summa potestas. Bon, le vocabulaire médiéval n'est pas toujours très unifié sur ce plan-là, mais en tout cas de cette revendication en effet d'une forme d'autorité suprême. Donc, dans ces questions sur l'autorité, les pouvoirs séculiers, appelons-les ainsi, vont revendiquer en effet une part de l'autorité, et progressivement, ils vont pouvoir en effet revendiquer une autorité complète, et donc ils vont arriver à revendiquer une souveraineté. Ça, en tout cas pour ce qui est de la France, ça intervient à partir du XVe siècle, donc le terme de souveraineté devient, en tout cas de souverain, le roi empereur dans son royaume, c'est vraiment cette idée-là. Donc, il est souverain, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité supérieure à qui il doit rendre des comptes. Et donc, les évêques n'ont pas forcément à interférer, en tant qu'évêque en tout cas, sur les décisions politiques. Et bien sûr, le pape, il peut y avoir ce genre donc, de revendications. Alors, bien sûr, les choses là aussi vont évoluer en fonction paradigmes qui viennent aussi d'autres courants de pensée, très certainement de la philosophie, de la théologie politique. Le rôle de ce qu'on appelle le nominalisme là-dedans est sans doute très important. Le rôle, bien sûr, des crises politiques. Toujours est-il qu'on arrive, et sauf erreur de ma part, le premier vraiment à le faire, donc, c'est le fameux Jean Bodin, en 1576, donc il publie les 6 livres de la République, et il fait donc de la souveraineté le fondement même du pouvoir politique. Donc et donc là, on tombe sur ce principe de souveraineté comme le principe premier de l'ordre politique. Alors, ce qui est extrêmement intéressant aussi chez Bodin, c'est qu'il fait intervenir ça dès l'ouverture dans la définition de la République, qu'il va définir comme le droit au gouvernement de plusieurs ménages avec puissance souveraine. Donc, ce qui devient souverain, c'est la puissance. Et en fait, si on veut le dire de manière très synthétique, l'inflexion qui est apportée par rapport au siècle antérieur, c'est que désormais, on va intégrer dans le concept de souveraineté l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire en fait la potestas. Donc, on perd justement la distinction en fait entre les deux, au bénéfice d'une sorte de pouvoir, on pourrait dire, un peu absolu. Hein. Alors, chez Bodin, ça reste tempéré, modéré, par la soumission aux lois divines, par la soumission aux lois naturelles, auxquelles le roi ou le souverain, quel qu'il soit, doit se soumettre, selon Bodin. Les choses évolueront assez rapidement ensuite. Je le mentionnais avant la pause, mais Hobbes va être... donc, à ma connaissance, le premier philosophe, non pas juriste, parce que la notion de souveraineté va être reprise tout de suite par les autres juristes. Si on prend les juristes de Louis XIII, de l'époque de Louis XIII, Henri IV, Louis XIII, en France, Charles Loiseau, Guy Coquille et autres, tous vont
dire que la souveraineté, c'est ce qui définit l'État, que l'État, par définition, il est souverain. Donc là, vraiment, la position de Baudin, elle fait école tout de suite. Elle est reprise donc quelques décennies après, mais pas très longtemps après, du point de vue de la philosophie politique par Hobbes, qui en fait donc l'âme du Léviathan, c'est-à-dire de l'État. Donc la comparaison de ce qu'il appelle le Léviathan avec un homme, une sorte d'homme artificiel, qui est censé donc symboliser la société politique, dont l'âme est la souveraineté. Et là, la souveraineté, c'est la capacité à juger de manière parfaitement indépendante des moyens qui sont utiles pour atteindre les fins. Et dans ce cadre-là, en fait, tous les moyens qui apparaissent utiles sont légitimes. Toutes les régulations par, disons, le droit naturel, le naturel classique, la tombent. Et donc, on tombe sur une conception de la souveraineté qui fait en fait de l'État celui qui est en mesure, en capacité de décider du bien et du mal, si on va jusqu'au bout des conséquences. Vous montrez que d'un principe négatif, la revendication d'une indépendance, la souveraineté va partir à un principe d'affirmation très rapidement, le glissement s'opère rapidement, à la pleine compétence, le plein droit. Donc en fait, l'autonomie totale. Et ça a une conclusion tout de suite, c'est que, et vous le dites très clairement, cela conduit à une redéfinition même de ce qu'on appelle, de ce qu'on nomme la politique. Oui, ça je pense, oui. Parce qu'on est sur une conception de la politique qui entend même qu'on la fonde sur une puissance souveraine, et donc fondée en effet sur l'exercice de la puissance. On est sur ce qu'on peut appeler une rationalité, disons, de type machiavélien, qui conçoit la politique sur le mode de la guerre, en fait. Donc la politique, c'est pas forcément la guerre au sens propre, au sens vraiment très précis du terme, hein, mais en un sens un peu plus général, c'est-à-dire que c'est la lutte, c'est une lutte continuelle pour le pouvoir, pour le conquérir, pour le conserver si on l'a, pour l'accroître. Mais on est dans une sorte de lutte perpétuelle avec cette idée que si on ne l'emporte pas, eh bien, on sera inévitablement dominé, voire éliminé. Et donc, il y a nécessité, en effet, d'affirmer une forme de puissance toujours, pour asseoir ce pouvoir et essayer de mettre un semblant d'ordre dans ce qui est conçu comme une sorte de chaos, en fait, le chaos des relations humaines et des hommes qui seraient naturellement portés à la violence, naturellement ennemis les uns des autres. Et Machiavel le dit, il ne dit pas peut-être de façon aussi précise, mais chez Hobbes, c'est très clairement le cas, hein, parce que, donc, il conçoit en effet les rapports naturels entre les hommes comme des rapports marqués par la violence, la compétition, la violence. Et donc l'autre est celui qui me menace par définition, donc il est mon ennemi. Et le pouvoir politique va être là pour mettre de l'ordre, mais de mettre de l'ordre en jouant sur le ressort principal de la crainte, et la crainte qu'inspire la puissance. Bon, c'est le symbole du Léviathan. Et donc là, on est sur une conception du politique qui ressemble fort à la tyrannie antique. Ça a été discuté, typiquement par rapport à Machiavel. Est-ce que le prince Machiavel, c'est rien d'autre qu'un tyran, à la mode d'Aristote? Mais en fait, ça dépasse le clivage tyran et disons, pouvoir juste, pouvoir droit. Ça le dépasse parce que ça correspond vraiment à une conception de la politique qui n'a en fait d'autre but que d'instaurer le pouvoir, de le maintenir, de le renforcer, et qui perd vraiment la finalité de service de la communauté, de service ce qu'on appellera le bien commun, expression qui en fait n'est pas vraiment chez Aristote, mais qu'on va trouver abondamment chez Thomas d'Aquin. Et donc la finalité du politique dans cette conception-là, finalité première, c'est en effet de permettre et de rendre possible le bien de la communauté et des membres de la communauté. Enfin, Aristote, au début de Éthique à Nicomaque, donne le bonheur donc des membres de la communauté, donc des citoyens, des membres de la communauté, comme le but de l'exercice du pouvoir, de la politique. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y a une finalité qui est naturelle à l'exercice de la politique. Naturel, c'est essentiel, puisque si le politique ne fait pas ça, il contredit ce qu'est la politique, et donc quelque part, il se met
en dehors de la politique. Bon, le tyran n'est pas un homme politique au sens propre du terme, puisqu'il ne respecte pas la nature même du pouvoir politique. Et ça, ce sont des distinctions qu'on perd complètement à l'époque moderne. Parce que le but là, de la politique n'est pas de faire donc le bien des gens, de faire le bonheur, n'a pas un but moral, on pourrait dire, de viser de la perfection, on pourrait dire, morale des personnes. Ça a une visée de mettre, comme je disais, un peu un semblant d'ordre dans ce qui est quand même par nature chaotique, et de rentrer dans une compétition entre puissances avec l'espoir de pouvoir arriver à être le vainqueur, le dominant, et donc à en retirer les bénéfices. On est sur une conception qui est quand même très, très différente. Oui. Arrêtons-nous sur un certain nombre de problématiques que vous avez Oui. déjà tissées, Guilhem Golphin, dans votre réponse. D'abord, cette rupture qui s'opère avec la tradition initiée par Gélase, c'est qu'il n'y a plus de séparation, enfin plus exactement de distinction, entre le temporel et le spirituel dans cette acception de la souveraineté. Ah oui, complètement. Là, pour le coup, le spirituel est résorbé dans le temporel, ce qui explique dans une large mesure, je n'oserais pas affirmer que ça explique tout, il y a sans doute d'autres paramètres à prendre en compte, mais ça explique quand même dans une assez large mesure justement l'opposition constante du pouvoir moderne à l'Église. Puisque précisément l'Église n'est pas politique. Et donc ne rentre pas, se laisse pas enfermer dans ce cadre-là. Mais d'où toutes les tentatives pour faire une Église nationale. Le plus connu en France, c'est sous la Révolution, la constitution servile du clergé. Mais les églises protestantes, c'est ça. Voilà, les penseurs, les grands penseurs politiques modernes, en fait, la plupart intègrent la dimension en fait, religieuse. Le Léviathan de Hobbes se termine par toute une partie sur justement la dimension chrétienne, enfin, ce qu'il entend par là. Un Rousseau termine le contrat social sur la dimension de religion civile. Un Edgar Quinet au XIXe siècle, qui est donc le maître en pensée des républicains, dit qu'il n'y a pas de fondement politique durable sans un fondement religieux, mais qui ne peut pas être le catholicisme. Et pareil chez Rousseau, c'est très clair. Le catholicisme, c'est l'abomination complète, parce que précisément, ça ne se laisse pas intégrer pleinement, complètement dans le cadre politique. Donc on a une conception de la politique qui est en fait une conception qui donne au pouvoir précisément tout pouvoir. Et donc rien ne doit lui échapper en fait. Et donc il n'y a pas d'instance sociale, quelle qu'elle soit, qui devrait en droit donc échapper au pouvoir. Alors, ça c'est une veine de la pensée politique moderne. Ce qui masque en partie ceci, c'est que ça s'est quand même ça s'est vu opposer donc la tradition libérale, qui n'est pas complètement autre, mais qui s'efforce de tempérer ceci avec l'idée que justement le pouvoir politique doit laisser les membres de la société libre, et donc toute la dimension de tolérance qu'on a chez Locke, toute la dimension de liberté individuelle et ce qu'on évoquait en commençant l'émission, toute cette conception d'endiguement, on pourrait dire, du pouvoir, vise précisément à éviter un pouvoir qui, au bout du compte, est un pouvoir total, sinon totalitaire. Et quelque part, le totalitarisme au XXe siècle est une forme d'expression, on pourrait dire, aboutie d'une certaine logique du pouvoir moderne. Le libéralisme s'est efforcé à sa manière de limiter les choses, mais dans une simple logique, en fait, justement, de limitation à l'intérieur du paradigme. Donc, on essaie de poser des barrières, de mettre des digues, on essaie d'aménager les choses de manière à ce que ce ne soit pas étouffant. On pourrait dire que, en étant un peu méchant envers les libéraux, que le libéralisme a rendu le machiavélisme viable, jusqu'à un certain point en tout cas, mais sans changer fondamentalement la conception, puisque les libéraux partent justement du principe que l'État est par nature tout-puissant, et c'est précisément pour ça qu'il faut s'efforcer de le limiter, c'est parce que par nature, il est, et que le pouvoir par nature tend à la toute-puissance, et donc il faut s'efforcer de contrer pour éviter les conséquences fâcheuses d'une toute-puissance qui, en fait, conduit à un exercice arbitraire du pouvoir.
cet exercice arbitraire du pouvoir, elle va aussi au sens de la répartition, de la concentration du pouvoir aux seules mains de l'État, alors que vous montrez qu'avant, il était réparti au sein de diverses composantes de la société. Et ça, c'est une thématique qui a été très souvent critiquée chez l'État moderne, c'est-à-dire cette volonté d'une société complètement administrée par l'État. Oui. Oui. Mais là, ça, c'est une conséquence imparable de la doctrine de la souveraineté. Parce que le souverain, là, il faut remonter à Baudin, qui est sans doute là le plus clair. Donc, il n'a aucun supérieur, mais il n'a aussi aucun compétiteur à l'intérieur de la société. Donc, il y a une concentration, en effet, complète donc, des pouvoirs. Enfin, appelons ça des pouvoirs, c'est des différents attributs. Donc, on arrive à la distinction qui est connue de tous entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais alors, chez Baudin, là, c'est complètement concentré. Chez les libéraux, je l'évoquais déjà tout à l'heure, avec la théorie de Montesquieu, mais en fait, qui est déjà chez Locke, d'une séparation des pouvoirs, ce qu'on appelle une séparation des pouvoirs. En fait, c'est pas le terme de Montesquieu, mais c'est donc une répartition, on pourrait dire, des formes de pouvoir sur différentes instances. Donc ça, oui, mais qui, précisons, restent des instances étatiques. Voilà, ça reste quand même à l'intérieur de l'État. Et donc, on arrive là sur la configuration, qui est tout à fait, donc, c'est extrêmement intéressant, mais tout à fait typique du libéralisme, la configuration qui voit s'opposer l'État comme pôle de pouvoir, pôle de décision, d'autorité si on veut, mais en tout cas de pouvoir, ça c'est sûr, et la société dite civile, qui serait donc dénuée de toute dimension politique, et livrée à la libre activité, aux libertés individuelles, qui serait donc le lieu des libres activités, qu'elles soient individuelles, familiales, les sociétés, les associations, les clubs, les églises, et bien entendu les sociétés économiques, donc tous les dogmes libéraux de la libre entreprise, etc., vont en découler. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la contrepartie, enfin, pas la contrepartie, mais l'opposition radicale à ça au XXe siècle sera précisément le totalitarisme. Et l'origine du terme est extrêmement intéressante, puisque ça émerge dans les milieux fascistes italiens, hein, et pour désigner ce qui, de leur point de vue, est éminemment positif, l'idée que l'État, précisément, doit prendre en charge tout. Doit être total ou totalitaire, c'est-à-dire qu'il doit prendre en charge tout, pour aller contre le mal endémique des sociétés libérales, c'est-à-dire l'individualisme et donc la désagrégation de la société due à l'individualisme, critique tout à fait classique, mais que reprennent aussi donc les fascistes, et contre quoi ils vont en effet avancer de cette théorie de l'État totalitaire. Et donc on est pris dans cette sorte de dialectique entre un pouvoir total, parce que l'État totalitaire fasciste, bon, bien sûr, il y a un contexte historique complètement différent, hein, mais c'est vrai que ça évoque assez quand même aisément un peu la conception de Hobbes, hein. Si bien sûr il y aurait des nuances à établir, contre en effet cette théorie libérale qui s'efforce de domestiquer un petit peu ce monstre qui est le Léviathan. Vous notez que cette conception de la souveraineté, donc d'un pouvoir absolu, quasiment illimité de l'État, on a vu ce qu'on pouvait dire de ses limites même dans la théorie libérale, avait immanquablement des conséquences anthropologiques, puisque l'homme n'est plus considéré comme un animal politique, il est considéré comme un animateur de la société civile chez les libéraux, et pour la conception plus totale de l'État, comme le sujet sur lequel s'exerce la domination de l'État, finalement. Oui, tout à fait. Mais alors là, ça rejoint, mais tout ceci est un effet complémentaire, hein. Et pour le coup, quand on fait un cours de philosophie politique, c'est une manière assez efficace d'exposer les différences entre anciens et modernes, hein. C'est que vraiment le paradigme politique des anciens, ça repose quand même sur la thèse d'Aristote, enfin, en tout cas qu'Aristote exprime de la façon la plus claire que donc l'homme est animal politique. Donc, ce qui suppose social, fait pour vivre en société, donc qui a besoin des autres pour s'accomplir lui-même, etc. Et les modernes, alors, ils ne l'ont jamais exprimé de manière aussi synthétique, mais pour le coup, on peut le faire à leur place, parce que ça dit quand même une vérité de leur anthropologie, c'est l'idée que l'homme est naturellement asocial. Bon, c'est toute la fameuse théorie de l'état de nature,
une sorte de mythe, on peut dire, ou de théorie donc, d'une origine de l'humanité où les hommes auraient vécu indépendamment les uns des autres. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société donc, est une construction purement artificielle, que donc, la socialisation est une socialisation alors, dans la théorie du contrat social volontaire, mais quand même sous le coup de la nécessité, ou bien contrainte, selon un peu les cas, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce que si la société donc, est un pur artifice, ben, ça veut dire qu'on peut aussi la refaire. La reconstruire ad libitum. Pourquoi ainsi plutôt qu'autrement? Donc la dimension de tradition, de ce point de vue-là, sans doute se perd. Et puis, à plus forte raison, la dimension, en effet, d'une loi naturelle, de principes qui, étant naturels, sont en effet des données incontournables dont on ne peut pas s'abstraire. Bon, tout ça se perd. Et donc tout le normativisme qui recompose en effet les sociétés contemporaines dont on étouffe aujourd'hui, je crois très, très clairement, c'est une logique, enfin une conséquence, peut-être parmi d'autres, mais une conséquence ou un mode d'application possible de ces conceptions-là. Dernière remarque, et puis après on en viendra à quelques questions d'ouverture sur ce qu'on peut y faire. Vous notez, vous avez repris l'expression d'ailleurs, que dans cette conception-là, on peut dire que l'État moderne est pire que la tyrannie, puisqu'il possède une domination totale, autotélique, qui sombre dans l'absurde. Il n'a d'autre raison d'être que d'être et de continuer à être. Oui, on ne voit pas en effet quelle autre finalité, enfin si ce n'est que concrètement, ça je n'en parle pas dans l'ouvrage, mais c'est que concrètement, bien entendu, va jouer la dimension réellement oligarchique des pouvoirs contemporains, officiellement démocratiques, mais réellement oligarchiques, et que donc tout ceci, bien sûr, sert des intérêts qui sont pas avoués en général, mais qui sont bien, bien réels. Donc là, ça c'est une dimension que je n'aborde pas, c'était vraiment pas le propos, hein, mais qui, bien entendu, est importante, dont il faudrait tenir compte pour analyser complètement le système de pouvoir dans lequel on est. Hein. Mais apprendre le pouvoir en lui-même, le pouvoir politique en lui-même, en fait, il est là pourquoi pour maintenir l'ordre, je disais, oui, ça c'est la finalité, la mission, on pourrait dire, que assigne la politique moderne, principalement. Mais au-delà de ça, il est là que pour ça en fait. Donc il a un rôle de gendarme, il a un rôle ou bien alors il se met en effet au service de ce qu'on aura tendance toujours à appeler sous forme d'idéologie, mais parce qu'on évoquait le fait que la société étant artificielle, donc elle aurait été faite artificiellement, donc elle peut être refaite, mais ça s'applique aussi aux individus. Les individus, donc toute la thématique de l'homme nouveau n'est pas que marxiste, hein, on la trouve au moins des Rousseau du XVIIIe siècle, refaire l'homme, et ça c'est une constante, bien sûr, des totalitarismes, mais encore aujourd'hui, c'est des thématiques qui sont bien présentes. Et c'est normal, puisque cet homme, en fait, il est un pur individu sans nature, en fait, et donc il peut être... malléable à merci. Il peut être malléable à merci, tout à fait. Nous en arrivons aux 5 dernières minutes de cette émission. Guillaume Golphin, je rappelle le titre de l'ouvrage, Autorité, pouvoir, souveraineté aux éditions Radécima. D'abord, il y a plusieurs questions classiques quand on actualise cette thématique. C'est que cette fusion entre autorité et pouvoir serait aujourd'hui contestée par de nouveaux acteurs supra-étatiques dépassant les États, leur contestant à la fois l'autorité morale, on peut penser à tout ce qui a trait à la pensée transhumanisme et à la fois au pouvoir de s'appliquer, GAFAM et autres entreprises qui ont plus de pouvoir que les États, ou qui sont en tout cas décrits comme ayant plus de pouvoir que les États. Est-ce que pour vous ça informe le propos, ou est-ce que c'est la reproduction d'une même logique, simplement le passage d'une question de l'État à un consortium économique? En fait, il me semble qu'on peut faire la lecture suivante, qui bien entendu mériterait beaucoup de précision de développement, mais on est dans à partir de la pensée moderne, c'est très très clair à partir de Hobbes, dans une logique qui est purement utilitaire. Donc on fait l'État, dans cette théorie de l'état nature et le passage à l'état social et politique, on fait l'État parce que ça nous est
utile. Et donc, on a et une société qui est conçue comme quelque chose d'utile et un pouvoir politique qui est conçu comme quelque chose d'utile. Et en fait, les évolutions de l'État même contemporain, on a vraiment l'impression que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il devient une sorte de courroie de transmission de pouvoir plus ou moins officiel en Europe, bien entendu, avec la dimension de l'Union européenne. Ça, c'est parfaitement clair. Le rôle, en effet, des grandes entreprises que vous avez évoquées, et dont on a l'impression, en effet, qu'ils se servent des normes étatiques pour asseoir, en fait, un pouvoir qui est à la fois économique, politique, peut-être pas directement, mais enfin, qui peut toujours le devenir, enfin, en tout cas politique au sens où il y aurait donc une dimension de gouvernement, et peut-être indirecte, mais quand même. Et donc, on a, oui, une évolution qui n'est pas contradictoire en fait, qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui a été imposée par les évolutions historiques, bon, les guerres mondiales qui ont conduit à organiser un petit peu les choses et à instaurer des sortes de normes supranationales, donc qui combattent en effet les souverainetés nationales, mais qui ne sont en rien un retour à une quelconque loi naturelle ou on le voit bien dans l'imposition en effet au niveau des mœurs, au niveau enfin, quantité d'exemples qu'on pourrait prendre. Euh, donc ça sert des pouvoirs alors, qui ont le défaut encore plus d'être en effet plus occulte que le pouvoir étatique, bon, qui a quand même une dimension visible assez forte malgré tout à travers les... Là, c'est sûr que ça a toujours l'impression, alors après, dès qu'on est dedans, et voilà, l'accusation de complotisme surgit aussitôt, mais en fait, c'est vrai que c'est quand même l'impression qu'on a de... On ne sait pas trop qui c'est qui toujours tire les ficelles. Les lobbies jouent, on sait, mais c'est jamais dit, c'est pas sur la place publique. Donc c'est quelque chose qui est assez flou et un petit peu obscur de nos jours, et dont on a vraiment l'impression qu'il se sert en effet des États comme un peu des gardes-chiourmes, si je puis dire, pour asseoir en effet des intérêts qui sont pas forcément donc avoués et pas forcément toujours avouables. Autre thématique plus profonde peut-être là, il y a la question qu'on voit bien par la fabrication, l'ingénierie sociale de lois qui blessent de plus en plus la nature humaine, ce qu'on considère être comme la vie bonne permise par ce qui est inscrit au cœur de chacun. Et pourtant, rien ne se révolte très massivement. On a même plutôt l'impression que les sociétés cèdent de plus en plus à la domination de l'État ou de ceux qui instrumentalisent l'État, et qu'elles ne se révoltent que peu. Est-ce que ça ne pose pas une question, finalement, jusqu'où l'État peut aller à l'encontre de ce qui serait une nature humaine qui devrait se révolter? On peut avoir presque l'impression que ça remet en cause la probabilité qu'elle existe, cette nature humaine, au point je ne sais pas si c'est une affaire de probabilité, oui, mais oui, son affirmation, c'est sûr, repose sur certains principes philosophiques. Bon, on peut toujours les discuter, mais il y a quand même un certain nombre d'arguments assez forts en faveur de l'affirmation d'une nature humaine. C'est sûr que la configuration politique actuelle, typiquement en Occident, mais sans doute pas qu'en Occident, interroge incontestablement. La passivité, en effet, des peuples, alors qui n'est pas complète, hein, une tentative un petit peu de révolte chez nous quand même, mais bon, le fait est que d'abord le pouvoir politique est aujourd'hui extrêmement puissant. Bon, on l'a vu, les pauvres gilets jaunes, ils l'ont compris assez vite, je crois. Hein. Donc ça, c'est une chose. Bien sûr, au niveau des forces publiques, ça, c'est pas forcément nouveau, mais au niveau de la surveillance, au niveau de tout ça, il y a quand même des moyens que les anciens, il n'y a pas encore si longtemps, n'avaient pas. Donc ça, c'est bien sûr un problème. Au-delà, ce qui est bien sûr plus inquiétant encore, c'est le travail, ce qu'on appelle idéologie. Bon, c'est un mot que j'emploie avec parcimonie parce que c'est toujours on est toujours un peu l'idéologue de quelqu'un d'autre, mais bon, appelons ça ainsi. Ça a quand même en effet sapé les assises morales de nos peuples, très clairement. Le consumérisme, le matérialisme pratique, l'athéisme pratique, qui est plus pratique peut-être que du reste qu'autre chose, mais qui en pratique l'est. C'est sûr que ça fait du mal, manifestement. Et donc là, il retrouver le sens d'un certain devoir, de la vertu, le sens de la forme de patrie bien comprise, une forme de piété, en effet, envers ce que nous ont légué nos ancêtres,
c'est sûr que c'est pas, a priori, gagné. Bon, faut pas en désespérer, je pense. Mais c'est pas facile, incontestablement. Un immense merci Guilhem Golphin de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru, c'est Ora Decima, Autorité, pouvoir et souveraineté. Et je vous remercie d'avoir été là sur Radio Courtoisie. Je remercie aussi Claudia à la technique et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.